Donc bonjour pour cette deuxième partie. On a donc passé d'une chaîne à l'autre le temps d'une réclame. Vous pourrez retrouver effectivement l'ensemble de nos interventions et continuer effectivement parcourant ce magnifique petit livre que j'essaie de mettre très clairement devant ma caméra, Laurent Guédébo, Petit traité du bien-être au travail, comment redonner un visage humain au travail social que vous pouvez toujours vous procurer et également voilà, prévenir les risques psychosociaux en travail social, voilà, pour aller plus loin sur nos débats. La petite page de réclame étant faite, parole à Laurent, je t'en prie. Merci Ludwig. Bonsoir à toutes et à tous. Pour prolonger les propos de mon collègue, j'avais envie de commencer, puisqu'il a parlé du travail, quitte à choquer certaines ou certains, mais contrairement à ce que peut dire le président de la République, le travail n'est pas la liberté, ne rend pas libre. Vous voyez par exemple, si vous allez visiter les camps de concentration, les Allemands avaient marqué Arbeit macht frei, le travail rend libre. Celles et ceux qui ont connu, hélas, un effondrement professionnel comme moi en 2000, moi je l'ai connu le 12 juin 2014, ils savent, vous savez que ce n'est pas vrai. Voilà. Puisque après, nous comprenons dans le burn-out que on a été, on va dire, culturellement, à travers nos générations, mis au travail assez tôt et que le travail était l'essence même de notre vie, sauf que on comprend toutes et tous, tous ceux qui l'ont vécu, encore une fois, que cela n'est pas vrai. Voilà. Alors, au-delà de cette petite introduction, ce que nous allons voir ensemble, c'est qu'est-ce que le burn-out, l'origine du burn-out, quel est le profil d'une personne en burn-out. Je crois que c'est très important parce que euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, hélas, c'est comme tout, on ne sait pas de quoi nous parlons, hein, on ne va pas savoir de quoi nous parlons. Tout le monde ne veut pas être victime d'un burn-out. Nous allons voir le processus du burn-out, comment renaître, mythe ou réalité, est-ce qu'on peut renaître d'un burn-out, comment prévenir d'un effondrement professionnel et quelle est la démarche de la reconnaissance en maladie professionnelle et est-ce possible aujourd'hui? Alors, comme je vous disais, j'ai été victime d'un effondrement professionnel en 2014, oui, en 2014 avec 18 mois d'arrêt. Alors, tout de suite, au niveau de la temporalité, je dois déjà vous dire qu'au niveau d'un burn-out, chacun, on vit tous la même souffrance, on vit tous la même, le même processus, vous allez voir, mais on ne vit pas tous de la même façon la durée du burn-out. Voilà. Il y a des gens qui vont s'en sortir très très rapidement, il y en a d'autres qui va falloir mettre un certain temps, et puis il y en a d'autres aussi qui ne vont pas s'en sortir. Voilà. Et qui sont toujours et qui vont, vous savez, c'est comme un peu les dépendances, on peut faire des rechutes de burn-out. Voilà. Alors l'origine du burn-out, pour avancer un peu, alors ça commence très 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 lointain, puisque au Xe siècle, on parlait d'ascédie pour les moines, qui, vous savez, les moines passaient leur temps à lire les textes, hein, les textes liturgiques. Et puis, au bout d'un moment, il y avait certains moines qui commençaient à s'épuiser. Alors, on ne savait pas trop ce que c'était. Bien sûr, il y avait un grand mépris et on appelait ça l'ascédie. Ils étaient épuisés à en perdre le sens, de leur croyance, de leur foi en Dieu. Donc, c'est Pascal Chabot, un philosophe, qui explique que ce processus fut traité avec mépris et rejet. Et puis, en 1970, pardon, il y a un psychiatre aux États-Unis qui s'appelle Frenderberg, qui était responsable d'un service pour personnes dépendant en toxicomanie. Et par rapport aux produits dont ils étaient dépendants, ces personnes, lui comparait ce produit comme quelque chose qui brûlait de l'intérieur. Et puis, chose étrange, il observe ces professionnels qui travaillent avec lui et il les trouve très épuisés. Et puis, au bout d'un moment, les observations, les dents, épuisés, mais épuisés de l'intérieur, mentalement, physiquement, déchargés complètement. Et du coup, il a fait cette comparaison entre
les personnes en dépendance de toxicomanie et ces professionnels en disant elles sont comme mes malades, elles sont brûlées de l'intérieur, elles sont en burn-out. Voilà déjà l'origine du mot. Ensuite, quelque chose de très important dont Ludwig a traversé aussi les choses en vous les disant, c'est Christina Malak, une enseignante en psychologie aux États-Unis, qui va déterminer comme quoi le lien entre burn-out et entreprise est vraiment un lien très strict. C'est-à-dire que bien souvent, j'entends parler de burn-out maternel. Voilà, c'est pas le même, c'est pas les mêmes enjeux. Voilà, c'est pas le même contexte. Et là, on a quand même sur les burn-out professionnels des enjeux économiques, hein. Et parfois, on se retrouve réellement seul quand on est en burn-out. Alors, elle démontre comment le travail peut épuiser nos ressources vitales. Elle précise que certains professionnels y sont plus sujets que d'autres, donc on verra. Et elle crée un outil de mesure qu'on vous mettra aussi en lien quand on lancera la vidéo, qui est le Malak Burnout Inventory, c'est-à-dire le BMI. Il permet de mesurer un syndrome d'épuisement. Et il est très intéressant parce que il ne vous dit pas si vous êtes en burn-out ou pas. Il y a 22 questions qui sont complètement différentes des unes des autres et qui vont aller de la socialisation à votre état personnel et vous allez avoir un test comme un test classique et vous allez voir si vous êtes dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge. Et si vous êtes dans l'orange ou dans le rouge, elle vous donne un seul conseil et je vous le donne, c'est d'aller consulter. Voilà, d'aller consulter votre praticien. Et du coup, elle donne une définition que je trouve très intéressante du burn-out. Le burn-out est l'indice de séparation entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il révèle une usure de valeur, de la dignité de l'esprit et de la volonté, une érosion de l'âme humaine. C'est une maladie qui se propage graduellement et de façon continue au fil du temps, entraînant les individus dans une spirale descendante dont il est difficile de sortir. Effectivement, c'est comme la dépendance à l'alcool, par exemple. Vous rentrez dans une spirale sans jamais savoir à quel moment vous allez toucher le fond et pouvoir remonter et comment vous allez remonter. C'est le plus compliqué. Et elle parle, si vous avez bien noté la définition, elle parle de maladie. Et de maladie, en tout cas, elle parle de maladie professionnelle. Et elle le relie, encore une fois, hein, c'est vraiment un lien étroit entre la personne, l'entreprise et bien sûr les membres de l'entreprise et le personnel. Ça, c'est évident. Alors, j'ai envie de vous dire comment comprendre le burn-out. Ben, je vais vous dire ce que le burn-out n'est pas du tout. Le burn-out, ce n'est pas une fragilité intérieure de la personne, hein, du professionnel. La professionnelle, vous savez, la professionnelle qui pleure à une remarque, à un contexte. Vous avez, je les ai rencontrés, des professionnels, des directions qui vont dire, bah, écoute, tu rentres chez toi et puis demain, ça ira mieux. Sauf qu'ils ne comprennent pas que cette personne-là commence à s'effondrer. C'est pas une impossibilité à supporter la frustration, loin de là. C'est pas une forme de dépression. Ça peut devenir une dépression par la suite, mais au départ, c'est pas une cause. Et puis, c'est pas des difficultés intimes qui empêcheraient la personne de s'épanouir dans son métier. Rien de tout ça, bien au contraire. L'effondrement professionnel aussi peut toucher toutes les classes sociales. Hein. C'est pas tous les statuts, tous les métiers, les femmes et les hommes de tout âge. Est-ce qu'on peut comparer pour avoir aussi travaillé par rapport à la dépendance de l'alcool? Les femmes parlent beaucoup du burn-out et plus facilement que les hommes, alors qu'à l'inverse, pour l'alcool, les hommes en parlent plus facilement que les femmes. Et je trouve que c'est un marqueur important par rapport au burn-out. Les hommes ont plutôt honte de s'avouer en fragilité par rapport aux autres, alors que les femmes arrivent, regardez sur les réseaux sociaux et regardez sur les groupes un peu plus spécifiques, les femmes arrivent à en parler assez largement. Alors, le profil. Alors, je prends toujours cet exemple qui m'a beaucoup touché et j'en ai entendu parler encore il n'y a pas longtemps. Donc, les gens, ça a résonné chez eux. C'était en 2019, une directrice d'école qu'on a retrouvée morte dans sa cour d'école un samedi matin à Pantin et qui s'était suicidée et qui était au bout du rouleau, au bout de la route, qui était carrément en burn-out. Et j'ai trouvé que cette triste affaire a pris tout son sens parce qu'elle a fait des courriers avant de se suicider. Elle a fait des courriers à ses collègues, elle a fait des courriers à l'Éducation nationale, elle a fait des courriers aux syndicats. Et qu'est-ce qu'elle disait dans ces courriers? Ben, elle disait tout simplement qu'elle avait essayé d'interpeller l'administration depuis très très longtemps, mais sans écho.
Et que, surtout, ce qu'elle disait, c'est que, et je trouve ça très important, c'est que quand elle a commencé à travailler en tant qu'institutrice, elle avait une certaine éthique, un certain sens, comme disait Ludwig, un certain engagement très fort. Et au fur et à mesure des années, de ces dernières années, l'administratif a pris le pas, l'a envahi. Elle a été moins dans la relation avec les enfants et les parents, et du coup, elle a perdu le sens, le fil conducteur de sa vie professionnelle, et elle s'est retrouvée dans une impasse sans être en capacité de, je pense, de pouvoir le dire, et sans être en capacité de pouvoir être aidée. Et du coup, elle s'est retrouvée seule, et la seule issue qu'elle ait trouvée, ça arrive parfois, euh, c'est de se supprimer en disant, elle disait dans ses courriers que elle espérait que ça ferait un exemple. Vous devinez bien que tout ça, on est passé déjà à autre chose. Quand je dis on, c'est les médias, c'est les politiques et c'est tout autre. Voilà. Euh, alors, les personnes victimes d'un effondrement montrent au fil des années et dans la durée une force intérieure, contrairement à ce qu'on pense par rapport à ce que le burn-out n'est pas. Ils montrent par ailleurs une certaine assurance, ces gens-là. Nous pouvons compter sur eux et ils s'investissent dans leur travail. Vous savez, c'est toujours quelqu'un dans votre service, dans votre entreprise sur lequel ou sur laquelle nous pouvons compter. Ils possèdent une vision précise de leur métier. Ils sont engagés, sont attachés au sens et à l'éthique, la cohérence, sûrement plus fort que d'autres. Et du coup, ils ne sont pas addicts au travail, ça n'a rien à voir non plus, mais déterminés, sensibles, engagés, possèdent une culture générationnelle du travail. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que bien souvent, nos grands-parents, nos parents nous ont dit, on était à peine nés, qu'il fallait déjà aller travailler. En gros, voilà. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Donc, en plus, une chose très importante, ils anticipent beaucoup et leur mental ne se repose jamais. Moi, aujourd'hui, par exemple, si déjà j'arrive, je ne sais pas vous, mais moi, je fais beaucoup de choses à la fois et j'ai appris en étant accompagné que c'était pas une difficulté, c'était quelque chose qui me plaisait, mais qu'il fallait gérer les choses les unes après les autres et qu'il y avait des priorités. Et ce n'était pas parce que je le faisais pas aujourd'hui que demain, ça allait s'envoler. Voilà. Donc aujourd'hui, j'arrive un petit peu à gérer ça. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué aussi, mais en tout cas, faire les choses les unes après les autres. Notre cerveau ne peut pas, de toute façon, faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est, voilà. En tout cas, et puis, chose importante aussi dans le profil d'une personne qui est victime d'un effondrement, c'est un Zorro, c'est un sauveur. Voilà. C'est un sauveur, il veut sauver le monde, comme on dit. Voilà. Et là-dedans, dans ce processus-là, ben, le problème, c'est qu'il va s'oublier. Voilà. Et euh, Ludwig a cité Christophe Desjours. Christophe Desjours, il dit la chose suivante, comme Yves Clos d'ailleurs, la souffrance n'est pas visible. Voilà. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais pourtant il y a certains symptômes. Euh, les personnes à risque, donc, sont celles qui s'investissent pour les autres et puis s'oublient. Il est temps d'être égoïste et de penser à toi, me disait le psychologue du travail que j'avais rencontré. Alors, dans toutes ces personnes qui se montrent un rock, qui sont indéboulonnables, voilà, sur qui on peut compter, bah, le problème, c'est que c'est un peu comme les séismes, il y a une petite faille qui commence à s'ouvrir à l'intérieur, mais cette petite faille, ils ne la connaissent pas forcément. Elle s'ouvre au fil du temps par rapport justement à ce contexte institutionnel dont ils vont même pas se rendre compte des choses qui sont en train d'évoluer. C'est comme le nageur qui nage à travers la mer et ses copains sur la plage lui disent reviens, reviens, il y a une tempête qui commence et puis il voit pas la tempête et puis au bout d'un moment il va aller au bout des choses et hop, il coule. Et ben là, c'est exactement pareil, la fameuse spirale infernale, c'est-à-dire que on voit pas. Moi, j'ai eu une personne qui m'a interpellé quand j'ai commencé à accompagner les gens par rapport au burn-out et qui me disait, il travaillait dans une petite entreprise et il était chargé des logiciels, je crois, enfin, en tout cas, il travaillait en informatique. Et un jour, son patron lui a dit, ben, on va changer le logiciel. Alors, vous savez comme moi que parfois, les gens qui changent les logiciels et qui travaillent dessus, c'est pas ceux qui travaillent au boulot. Ils savent pas quel boulot on fait. Voilà. Ça, c'est souvent le grand classique. Du coup, quelque chose qui n'était pas du tout adapté. Et puis un matin, cette personne s'est levée, et puis comme tous les matins,
Ces gamins lui ont demandé de lui faire le petit déjeuner. Il est resté devant le micro-ondes. C'était terminé. Sa femme l'a emmené à l'hôpital. Il est resté 6 mois. Voilà. Et il a appris, alors qu'il s'était battu par rapport à ce changement de logiciel, il a appris que plusieurs mois plus tard, effectivement, la direction était revenue sur l'ancien logiciel. Voilà. En tout cas, il n'est jamais revenu dans la boîte. Pour vous dire que, alors, les symptômes possibles d'un risque de burn-out, hein, euh, ça peut être la perte du plaisir progressif et celle de son engagement, la fatigue répétée. Ça, c'est sûr que dès qu'une personne commence à avoir des petits arrêts de travail répétés, il faut faire attention. Une chose, moi, qui a commencé à m'arriver, c'était les oublis et les erreurs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des troubles de la mémoire, alors pas simplement par rapport au burn-out, mais en tout cas, voilà, j'ai été détecté avec des troubles de la mémoire et je suis surveillé par un centre de la mémoire. Les changements d'humeur, colère, cynisme, et une chose qui arrive aussi, qui m'a surpris, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on fait des oublis, comme on a des oublis, comme on a des erreurs, à un moment, on commence à douter. Voilà. Et à un moment, on se pense totalement inefficace. Mais on ne le voit pas physiquement. C'est intérieurement, on commence à se poser des questions. Et puis, on commence à ruminer mentalement des actes et des événements. Puis, on peut aussi s'isoler. On peut avoir de la solitude. Donc, on a les arrêts de travail répétitifs, de courte ou de moyenne durée. Et puis, on commence à avoir des mots physiques, corporels. Et à chacun ses mots. Moi, ça a été le dos. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus physiquement le même que j'étais il y a 8 ans. Voilà. Alors, le processus, c'est équivalent au processus du deuil. Voilà, comme beaucoup de choses. C'était Elisabeth Kubler-Ross, qui était psychologue et psychiatre suisse, décédée en 2004, qui avait mis au point ce processus. C'est exactement le même. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans le déni. Et le déni, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une résistance, hein. Nous, travailleurs sociaux, on sait très bien que les familles qui nous résistent, on va dire, c'est des compétences pour moi. C'est pas des faiblesses. C'est en général celles qui résistent. Les travailleurs sociaux, ils sont un peu énervés parce que voilà, là, ils perçoivent pas et ils ne maîtrisent pas. Alors, le déni, c'est être victime d'un burn-out, reste pour la personne à la fois un choc, un fracas. Je vous disais, la personne qui rentre chez elle ne va pas montrer aux familles, bien que elle va commencer à percevoir des trucs, des signes, ne va rien montrer. Il faut qu'elle soit là pour sa famille. Donc, on s'arrêter, ça reste compliqué. Moi, je me souviens très bien que quand je suis allé voir la médecine du travail et qu'elle m'a dit, Monsieur Genbo, va falloir aller voir votre médecin traitant parce que je vous demande de vous arrêter tout de suite, parce que j'étais très en colère, parce que quand on est en burn-out, si vous voulez, il y a deux choses dans le corps humain qui peuvent se transformer, c'est le foie par rapport à l'alcool, mais c'est aussi le cerveau. Le cerveau se réduit et il vous reste deux émotions, la colère et la tristesse. Moi, j'étais beaucoup en colère par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc, la médecine du travail voulait que je m'arrête. Moi, je me souviens, il faisait très beau et je me suis arrêté à un café et je suis resté pas loin de 2 heures sans comprendre ce qui m'arrivait. Il était hors de question pour moi que je m'arrête. Et quelqu'un qui est dans cette dynamique, c'est très compliqué de s'arrêter. C'est la première étape. Alors, ainsi, le déni, ça s'assimile à une façon de ne pas perdre la face et de résister. Voilà. Pendant ce temps, le corps et l'âme, eux, ils commencent à se consumer, hein. Parce que votre corps, c'est lui qui va vous dire stop. C'est personne d'autre qui va vous dire stop. À un moment, il va s'arrêter, d'une manière ou d'une autre. Le mental se vide et le système émotionnel se déséquilibre. Voyez-vous? Alors après le déni, il y a la culpabilisation. Drôle de moment parfois, parce que je rencontre pas mal de gens, enfin certaines personnes, qui m'ont déjà expliqué qu'elles ruminaient d'abord plein de choses, de tout ce qui s'était passé. Et à un moment, figurez-vous, vous savez, c'est un peu comme le triangle de Cartman, le fameux triangle infernal. Elle passe de victime parfois à, on va dire carrément, oui, victime, voire agresseur, peu importe. Mais en tout cas, elle commence à se dire, ah, si j'avais pas réagi comme ça serait peut-être pas passé, puis j'en serais peut-être pas là. Et là, tout le travail à faire, c'est de leur dire la culpabilisation, non, quoi. Et de commencer à faire la démarche mentale, à les faire amener à comprendre que
l'agresseur, c'est pas eux, quoi. C'est pas eux, c'est pas du tout eux. Donc, vient la phase de culpabilisation, donc on est en arrêt de travail. Et là, on commence à se poser beaucoup de questions. Il y a des gens qui ruminent, beaucoup de gens ruminent sur ce qui s'est passé. Et moi, j'ai eu du mal, des difficultés à me dégager de mon espace professionnel quand j'étais en arrêt de travail. Et je contactais mes collègues qui, pour le coup, me tendaient la perche. J'étais directeur adjoint d'un service et c'était les salariés qui m'appelaient pour me dire reviens. Et à un moment, mon épouse m'a dit, mais à force de les contacter régulièrement, tu ne prends pas le recul nécessaire pour pouvoir aller mieux. Et après, alors ça, je vous le dis en temporalité, hein, c'est très long parfois. Après, vous allez rentrer dans la phase d'acceptation, c'est-à-dire que vous allez reconnaître que la culpabilisation, c'est pas de votre côté, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire de l'organisation du travail, hein. Bien sûr qu'il y a quelque chose de votre part, on va le voir. Mais après, il y a l'acceptation, c'est-à-dire, oui, il faut que je me soigne, parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, pour le soin, pour aller très vite, il y a une chose à faire. Alors, il y a des gens qui vont aller voir un psychiatre ou un médecin et il va leur prescrire des médicaments, mais c'est normal, c'est par rapport pour réguler les émotions au niveau du cerveau. Voilà. Les antidépresseurs, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très limites. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Et surtout, c'est pas parce que je dis ça, parce que je le lis dans les réseaux sociaux, j'ai déjà lu, vous n'en prenez pas que l'autre ne doit pas en prendre. À chacun sa différence. Voilà. Et laissez les médecins faire leur rôle. Voilà. Oui, Ludwig, 10 minutes. Merci, Ludwig. J'ai un prompteur. Intégrer donc les différentes phases, donc voilà, et puis on accepte quelque chose en vous est en train de changer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien, et du coup, il y a des bourrasques et on commence. Les conditions incontournables, donc, c'est accepter que quelque chose doit changer en vous. Moi, par exemple, effectivement, je suis toujours responsable à droite à gauche en management. Je fais des formations par rapport à ça. Mais je crois que j'avais une certaine éthique et une certaine éthique du management et une certaine cohérence. Et dès que la cohérence était, vous savez, les fameuses injonctions paradoxales, au bout d'un moment, ça ne me convient plus, surtout quand le public que nous accueillons est victime de tout ça. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc là, ça bloque. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos métiers, il faudrait qu'on arrive quand même à faire ce qu'on dit. Voilà et pas l'inverse. Donc, du coup, les conditions incontournables, à part les médicaments, et ce qui est le plus compliqué, à part de s'arrêter, c'est de se reposer. Se reposer. Point. C'est-à-dire commencer à prendre le temps qu'on existe pour soi, à être égoïste, à commencer à se découvrir et à faire aller vers des hobbies, par exemple, profiter de la vie, quoi. C'est-à-dire ne pas hésiter à profiter de soi pour mieux repartir vers l'autre ensuite, si on a envie. En tout cas, voilà, il faut intégrer tout ça. Alors, la question essentielle pour pouvoir s'en sortir, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Mais ça va devenir une réalité, d'abord, il faut se faire accompagner très, très rapidement. Moi, je me suis fait accompagner et je trouvais ce qui était le mieux, c'était de se faire accompagner par un psychologue du travail. Parce qu'à la fois, il y a psychologue et il y a le travail. Et du coup, il y a le contexte et il y a tout ce qui est systémique. C'est-à-dire, comme disait Ludwig, entre la part personnelle et la part professionnelle. Et là, il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire que oui, vous avez une relation difficile avec votre organisation. Oui, votre organisation dysfonctionne par rapport à ça. Pour moi, une personne, effectivement, qui est burn-outé, comme on dit, par rapport au travail, c'est pas normal. Et il faut s'en occuper. Voilà. Ce que ne font pas. Vous allez vous occuper de vous, mais l'organisation ne va pas s'occuper de vous et ne va pas surtout se remettre en question. Donc, c'est pour ça que nous avons une majorité de personnes qui ne reprennent pas le travail là où elles ont été en effondrement professionnel et parfois une grande majorité font autre chose, et je vous le donne en mille, elles accompagnent des gens qui vont pas bien, c'est-à-dire qu'elles se lancent dans le développement personnel. Voilà. Donc, mais tout ça, la grande question à se poser dans le processus du burn-out pour pouvoir s'en sortir, la question incontournable, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner. Voilà. Et qu'est-ce que je vais devoir abandonner et garder de mieux. Voilà.
Moi, il a fallu que je prenne le recul par rapport aux hiérarchies avec lesquelles j'étais pas d'accord et que j'arrête de me faire mal, de taper dans le mur parce que j'ai compris à un moment que chacun était différent et c'est très compliqué à comprendre ça. Et surtout que ça ne servait à rien parce que au bout d'un moment, on est tout seul et que se fracasser contre le mur, voilà, chacun, voilà. Hélas, aujourd'hui, ça manque de collectif aussi. Et du coup, la spirale infernale, on est bien dedans. Donc, qu'est-ce que je vais devoir abandonner ou garder? Qu'est-ce qui est essentiel ou pas pour moi maintenant? Voilà. Est-ce que retourner, la première question, quand vous allez un peu sortir de l'eau, la première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je continue dans ce métier ou pas? Ça, c'est incontournable. Et l'incontournable aussi, c'est votre entourage. Moi, je vois trop de gens qui perdent vraiment pied parce qu'ils sont seuls. Parce que aussi, autour de soi, on ne va pas comprendre. Voilà. Mais, comme je dis, pour les entourages, on ne demande pas à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils comprennent. On demande à ce qu'ils soient là. Simplement. Voilà. En silence. Et on ne leur demande pas de comprendre parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Donc, vraiment être là et vraiment se dire qu'on peut compter sur elle. Voilà. Cela veut dire que vous devez engager une réflexion intérieure sur vous-même en croisant celle avec votre posture professionnelle. Parce que, comme disait tout à l'heure Ludwig, la question du bien-être, hein, c'est pas la question, effectivement, comme j'ai vu un jour, il y avait une responsable de start-up, elle était fan de marathon et tous les mecs se sont mis à courir pour s'entraîner pour le marathon de Rome. Donc, non, c'est le bien-être, c'est pas ça. Le bien-être, c'est effectivement la question de la posture professionnelle, de la relation, dans quel contexte nous allons travailler ensemble. Voilà. Et se définir qui on est et prendre le temps de pouvoir partager des choses, le pourquoi du comment nous venons de travailler ensemble et quelles sont nos compétences et quelles sont nos limites. Comprendre qui je suis, comment j'ai évolué dans quel contexte, les valeurs transmises ou non par mes proches aussi. Donc souvent, on a des personnes qui vont nous dire que leurs grands-parents, le travail c'était important, leurs parents, leur travail c'était important. Et là, elles commencent à perdre pied et à se dire, est-ce que le travail est vraiment si important que ça dans ma vie? Est-ce que j'ai pas d'autres choses tout aussi importantes? Quel est mon profil intime, ma philosophie de vie, c'est-à-dire voilà, comment je fonctionne, quel croisement de l'ensemble entre ma vie intime et professionnelle. Ai-je envie de continuer dans ce métier? Oui, non. Sinon, de quoi ai-je envie? Voilà. Donc, de quoi ai-je envie? Moi, j'ai eu envie de prendre, par exemple, par rapport à mon métier où j'étais travailleur social, où je suis toujours travailleur social, en tout cas dans la relation à l'autre. Bien, il a fallu que j'ai décidé de garder mon métier, bien sûr. Enfin, bien sûr, parce que je ne savais pas trop faire quoi d'autre quand même. Et puis, j'ai choisi de prendre du recul et donc de devenir formateur pour me faire moins mal et donc être un peu en recul et pouvoir partager aussi les choses que j'ai vécues et pouvoir aussi partager des apprentissages avec les autres et apprendre des autres aussi. C'est très important. Donc, la reconnaissance en maladie professionnelle, pour terminer, aujourd'hui, depuis 2022, normalement, depuis le 1er janvier 2022, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu comme maladie le burn-out. Mais après, c'est à chaque État de savoir ce qu'il veut en faire. En France, pour le moment, il n'y a rien. Voilà, c'est muet. Alors, Ludwig a parlé de M. François Rebsamen, je connais bien parce que c'est le maire de Dijon, qui a été ministre du Travail à ce moment-là, avec les ordonnances Rebsamen. En ce moment, on en parle parce que ils ont abrogé le CHSCT. Hein, voilà, donc en ce moment, on est en train de on essaye voilà, d'essayer de remettre en place parce que c'était quand même l'instance des voilà. Euh, mais je dis souvent aux gens, vous savez, la première obligation de l'employeur, c'est de prendre toutes les mesures pour assurer sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Hein. Ça peut aller au civil comme ça peut aller au pénal par rapport au harcèlement. Donc effectivement, il y a eu tous les accords par rapport à la loi Rebsamen le document unique. Vous avez un document unique. Il y a les élus, il y a le médecin généraliste, il y a le médecin du travail, il y a le psychologue. Et pour le moment, vous savez, si vous voulez vous faire reconnaître en burn-out,
eh bien, il faut que vous puissiez prouver une incapacité de 25%. Et une incapacité de 25%, pour le moment, ça équivaut à un œil crevé. Voilà. Donc, c'est très compliqué, mais il y a des gens qui, voilà, vous avez tout un dossier à monter par rapport à un psychiatre. Il va y avoir une enquête par rapport à la CPAM. Alors, un petit conseil, moi, par rapport à ma petite expérience, lorsque j'étais en burn-out, je suis allé voir mon médecin généraliste 2 mois après. Et j'ai voulu que mon burn-out soit reconnu en accident du travail. Pour ça, il y a eu l'enquête de la Sécu et je suis allé jusqu'au tribunal de la Sécu. Mais l'avocat de la Sécu a reconnu qu'effectivement, il y avait un gros problème, voilà, par rapport à moi, mais qu'il ne pouvait pas m'accorder une reconnaissance en accident du travail parce que j'avais été voir trop tard mon médecin du travail, mon médecin généraliste, et il faut y aller dans les 15 jours qui suivent. Voilà. Et là, vous serez reconnu si, voilà, si le contexte le fait. Donc, je vous le dis. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut aller voir un psychologue, être pris en charge très, très rapidement, être bien entouré et en tout cas, se faire accompagner. Voilà, se faire accompagner. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Waouh! Bah, merci beaucoup. Je Merci crois à toi. qu'effectivement, oui, oui, il y aurait beaucoup de choses à continuer d'en dire. En tout cas, merci, merci beaucoup. J'espère qu'en tout cas, ça va servir parce que je crois que si on intervient de la sorte, c'est pour que ça recommence pas. Même si soi-même, tu lui as dit, effectivement, que tu as compris ce qui t'a amené là et que tu as pu en sortir, il y a toujours des risques de Mhm. rechute et surtout d'intervenir pour les autres. Quand on l'a vécu, je crois que c'est vraiment effectivement là l'essence de ton intervention. Donc, merci beaucoup à toi, Laurent, pour Merci à toi. cette intervention. C'était très, très clair et je pense que ça va pouvoir éclairer beaucoup de personnes. En tout cas, c'est vraiment Merci. le J'espère. sens de ces interventions. Merci à tout le monde. On va donc se quitter. On espère se retrouver. N'hésitez pas à nous recontacter, à poursuivre effectivement ces réflexions-là et surtout, protégez-vous, c'est important. À très Bonne bientôt. soirée. À Bonne très soirée à tout bientôt. le monde. Merci Laurent, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Salut. Ludwig.